C'est toujours pas facile de se trouver un logement à l'endroit qu'on veut, au prix qu'on veut à Montréal. Le TAL, le tribunal du logement, encadre beaucoup la pratique de la location. On a vu beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû voir, des fois, dans un propriétaire qui rencontre un étranger. Puis là, c'est comme un jeu de chaise musicale, qu'on se retrouvait avec une situation où il y a des gens qui n'étaient pas capables de trouver de logement. J'ai l'impression qu'on est toujours sur la clôture puis que ça pourrait revenir assez rapidement. Là. Bonjour Marc. Salut. Enchanté de te rencontrer. Plaisir, même chose. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que fait l'entreprise ici? Nous sommes des courtiers immobiliers. Donc, un courtier immobilier au Québec, c'est d'être l'intermédiaire, dans le fond, entre un acheteur et un vendeur ou un locataire et un locataire. Bien sûr, donc tous ceux qui cherchent un logement à Montréal peuvent passer par vous. Absolument, oui. Depuis ces dernières années, on entend énormément parler de la crise du logement à Montréal. Quelle est la situation réelle de cette crise? Cette année, c'était un petit peu moins pire là, que ce qu'on a connu les dernières années. Là. Ça fait un petit peu moins les manchettes. C'est sûr qu'au Québec, il y a des raisons historiques à ça. Là. Il y a comme une espèce de tradition de déménagement au mois de juillet. Gros pourcentage des baux sont faits du 1er juillet au 30 juin à chaque année. Donc, évidemment, quand on arrive au 30 juin, il y a toute une panoplie de gens qui déménagent. Puis là, c'est comme un jeu de chaise musicale. Puis on se retrouvait avec une situation où il y a des gens qui n'étaient pas capables de trouver de logement à leur budget à Montréal. Parce qu'on a beaucoup d'immigration au Canada. L'an dernier, il est rentré près de 1 million de nouveaux au Canada. Et la construction ne suit pas. Surtout depuis la pandémie, avec la hausse des taux d'intérêt après la pandémie, la construction a ralenti beaucoup. Donc, il n'y a pas assez de portes, finalement. Alors, c'est sûr que c'est un jeu de chaise musicale. La musique arrête. Il y a des gens qui restaient pris. Alors, il y a toutes sortes d'organismes qui essaient d'aider les gens à trouver quelque chose. Ça s'est ajusté un peu parce que les gens qui développaient des copropriétés, des condos, là, il y a eu un petit peu plus de produits à louer, mais c'est toujours pas facile de se trouver un logement à l'endroit qu'on veut, au prix qu'on veut à Montréal. J'ai l'impression qu'on est toujours sur la clôture puis que ça pourrait revenir assez rapidement. Là. Donc, on peut pas lésiner trop longtemps. Quelqu'un qui cherche, par exemple, qui arrive ici au mois de février, mars, et puis qui cherche un logement pour le 30 juin, il peut pas attendre. On a eu des clients qui se sont fait prendre, non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Maintenant, on arrive début juin, mi-juin, il reste plus grand-chose. Ben c'est ça, parce que comme tu disais, la période classique, c'est du 1er juillet au 30 juin plutôt. Exact. Absolument. Donc si tu arrives trop tôt, tu as peu d'offres. Peu d'offres. Puis si tu arrives trop tard, il n'y a plus rien. Ouais. Mais les gens, typiquement au Québec, avec l'hiver un peu aride qu'on connaît, il n'y a pas grand monde qui veut déménager en janvier, février. C'est compliqué, c'est plus dispendieux. Alors, il y a peu de déménagement l'hiver. Donc là, il y a encore une période un peu faisable en ce moment parce qu'il y a un 20 des logements qui ont un bail non standard. Il y a toujours du monde, des locataires, qui veulent finir leur bail plus tôt que prévu. Oui. Donc, il y a moyen de les sous-louer avec eux autres, avec l'accord du propriétaire. Là, il y a une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, mais il y a toujours moyen de trouver. Mais c'est sûr que si on se fait prendre l'hiver, là, ça va commencer à être plus difficile. L'offre est plus rare. Faut bien connaître. Hein. Ben, comme nous, on est capable d'aider les gens à leur comprendre ça. C'est sûr que quelqu'un arrive de l'étranger, ne comprend pas cette histoire-là du festival du déménagement au mois de juin. Là. Non, c'est ça. Pour tous ceux qui vont arriver, qu'est-ce que vous proposez comme prestation pour aider ces gens-là à trouver un logement? Nous, ce qu'on fait, donc on parle de gens qui viennent de l'extérieur du Canada. Donc, généralement, ce qu'on propose d'habitude, c'est un appel, une vidéoconférence avec eux autres pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent, soit une location, un achat. Ils veulent être près de l'université, près du travail. Souvent, ils vont nous expliquer leur dynamique. Il faut comprendre tout ça parce que le choix du quartier, avant même le genre d'immeuble, d'appartement, de condo qu'on va essayer de trouver, est primordial. Là, parce qu'il y a des quartiers dont le transport commun est facile. Il y a des métros, il y a le nouveau REM, il y a les autobus. Même l'été, il peut prendre des voies navigables par vélo qui sont super bien faites à Montréal. Mais il y a d'autres quartiers, c'est un peu plus compliqué. Là. Fait que donc, dépendamment de leurs besoins, donc en conférence vidéo, on fait le tour. Après ça, on leur suggère des quartiers et les autres là, commencent à regarder. Dans certains cas, même, ça s'est fait sans que la personne soit à Montréal. Dans le locatif, là, on a fait toutes les visites par visioconférence. Donc, notre courtier s'est rendu sur place. Et en direct, montrait, puis il y avait des questionnements, les retours là, qui se faisaient. Le client était français, dans l'exemple auquel je pense, et puis il a envoyé un dépôt à distance, puis tout s'est fait comme ça. Pour le dépôt, comment ça se passe? Au Québec, la loi est claire, le propriétaire n'a pas le droit de demander un dépôt autre que le premier mois de loyer. Okay. Donc, quand vous faites une promesse de location, dans le cas locatif, vous allez dire, ben moi, je veux louer votre logement, c'est 2 000 $ par mois. Le propriétaire, tout ce qu'il peut exiger, c'est de dire, ben, à la signature de l'entente de location, parce qu'il y a une promesse de location, après ça, il y a un bail qui doit être signé, qui est un document de régie, puis après ça, c'est l'aménagement. À la signature de la promesse de location, on envoie le premier mois de loyer comme dépôt, et c'est le courtier qui va le tenir en fidéicommis jusqu'à l'exécution du bail. La difficulté, des fois, pour un immigrant qui arrive ici, c'est qu'il n'y a pas d'historique de crédit au Québec ou en Amérique du Nord. Et nous, on a un système différent d'Europe. Chaque citoyen dispose d'une cote de crédit qui
qui est son bulletin, si on veut, au niveau de ses finances. Alors, à chaque Absolument. fois qu'on paye des comptes en retard, à chaque fois qu'on oublie quelque chose, on est pénalisé. Le propriétaire, il veut savoir c'est quoi votre bulletin, là. Normal. Puis vous arrivez, vous n'avez pas cette cote-là. Donc souvent, la personne qui déménage au Canada va offrir, le propriétaire n'a pas le droit de le demander, mais le locataire va offrir de donner un dépôt plus élevé ou de payer peut-être 3 mois de loyer à la signature pour dire, bien, j'ai pas d'historique de crédit, mais j'ai quand même des sous, puis je suis capable de te prouver que financièrement, je vais être un bon client. Tu n'auras pas à me courir après avec une fourche là, pour que je paye. Donc, il y a moyen là, pour quelqu'un qui n'a pas l'historique de crédit typique auquel tout le monde est habitué ici, de me montrer patte blanche et qu'on est des bons. Mais c'est du cas par cas. On s'ajuste, dépendamment de vos besoins, mais il y a des trucs, il y a des moyens là, pour essayer. C'est ça, d'améliorer son dossier, justement, effectivement. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, justement, j'avais pas cette cote de crédit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé au propriétaire 2 ans de bail au lieu d'1 pour lui montrer que je vais être stable déjà dans son logement, pour éviter qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre l'année d'après. Et par nous-mêmes, on lui a proposé le premier et dernier mois de loyer. Parce que justement, on voulait lui prouver qu'on avait suffisamment de quoi payer, au moins 2 loyers pour qu'il soit tranquille. Oui, c'est ça. Donc, c'est des choses qui peuvent être proposées uniquement par le locataire, ne peuvent pas être proposées par le propriétaire. Juste rajouter à ça, c'est important quand le gars arrive au Canada que rapidement il ouvre son compte de banque, il peut-être fait une demande de carte de crédit, même si c'est une limite tout petite, qui s'en sert un peu, qui fait quelques petits achats, là, peut-être à l'aéroport en retournant, quoi que ce soit, parce que ça établit rapidement une cote de crédit. Faut pas se soucier, des fois, tout le monde, des fois, les pépins sont plus serrés dans la vie, là. Une cote de crédit peut baisser, mais peut s'améliorer rapidement. Alors, même si quelqu'un est déjà ici, puis bon, il y a quelques retards, si quelqu'un, pendant 6 mois, est assidu, la cote de crédit peut monter aussi très rapidement. OK. Donc, il ne faut pas trop s'en faire sur cette cote de crédit, mais quand même essayer de rester stable. C'est ça. Mais quand on prévoit de déménager, il faut faire attention. La dernière année avant, soyez très assidus sur vos paiements. Et du coup, en partant sur le fait qu'on veut trouver un logement, est-ce qu'il y a des quartiers que tu recommanderais par rapport, si on est étudiant, si on a une famille, si on est tout seul? Oui, à Montréal, si on est étudiant, à Montréal, il y a 4 universités. La plupart du temps, les étudiants, c'est universitaire. Donc, évidemment, on veut graviter autour des universités. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'ouverture d'un nouveau système de transport. Le REM qui ouvre, là, qui va aller de Brossard, donc sur la rive sud, traverser le Vieux-Montréal, passer très près de l'Université de Montréal, McGill, puis Concordia, Québec à Montréal, l'UQAM, sont sur le même axe. Donc, quand le REM, qui est le train haute fréquence, quand on débarque, si on va à l'UQAM ou à Concordia, on débarque à la station Centre-Ville, puis là, on prend la station de métro rapidement jusqu'à une des deux universités. Donc, ça fait comme une étoile, si on veut, là. Ouais, le TS aussi, d'ailleurs, est là. Oui, le TS, c'est juste ça. à côté, le TS passe à côté, puis vous avez, Poly, c'est sur le campus de l'Université de Montréal, puis il va y avoir une station souterraine. Quelqu'un qui dit, moi, je ne veux peut-être pas payer les prix pour être en proximité de l'université, je vais m'éloigner un peu, quelqu'un maintenant peut aller jusqu'à Brossard, sur la rive sud, ou même peut-être dans la couronne nord, pas trop loin du REM, puis parce que ça va être un train qui va passer 20 heures par jour, 4 minutes. Oui. Il va y avoir même une branche en 2027 qui va aller à l'aéroport. C'est pratique d'avoir un système de transport en commun qu'on n'a pas besoin de regarder un horaire. Là. Parce que des fois, l'autobus, c'est comme le prochain est dans 40 minutes. Oui, c'est ça, absolument. On perd beaucoup de temps. Le REM, ça va être on se présente, on embarque dans le prochain. Alors, on peut regarder, vous pouvez regarder le quartier avoisinant l'université, puis après ça, on regarde les lignes de métro, on voit les stations, puis on peut faire des petites périphéries autour de toutes les stations. Là. Mais évidemment, il y a des quartiers là-dedans qui sont plus attrayants ou d'autres. Puis ça dépend aussi de la style de vie de chaque personne. Il n'y a pas de réponse, malheureusement. Il y a des quartiers en vogue, comme Villeray en ce moment. Montplateau-Montréal a toujours été populaire, surtout avec les Français. Verdun, qui est très, très populaire aussi. Mais ça dépend aussi quel genre de vie. Si quelqu'un est très sédentaire, il y a des gens qui veulent pratiquer des sports. Verdun, vous êtes sur le bord du fleuve, courir le long du fleuve jusqu'à la Chine, tout ça. Villeray, c'est les restos, les cafés, les petits commerces de proximité, le marché Jean Talon. Donc, je dirais, dépendamment de la qualité de vie recherchée, il y a moyen d'aiguiller quelqu'un. Donc, c'est pour ça l'importance de la rencontre initialement en visioconférence. Absolument, c'est ça. Comprendre le besoin de la personne. Oui, c'est ça. À quoi ressemble le quotidien de quelqu'un. Là. Puis là, après ça, on va être capable de les diriger vers les bons quartiers. Les familles, c'est un peu le même principe, là, mais souvent, les familles recherchent plus de tranquillité. Mais en même temps, il peut y avoir des gens qui cherchent une hybride entre les deux. Alors, il y a des quartiers comme Huntsic, à l'ouest de l'Huntsic, ce qu'on appelle la Flo, Fleury-Ouest, où est-ce qu'il y a des petites maisons avec des terrains et tout. C'est plus cher que c'était, mais quand même, il y a quand même un peu de locatif aussi. Mais vous avez une rue principale, Fleury, avec des restos, des cafés, des bars. Alors, on peut aller au petit déjeuner le matin facilement, des restos, tout ça. Donc,
Ça dépend de ce que les gens aiment faire. Ils veulent, absolument. Il y a assez de diversité de quartiers à Montréal pour qu'on est capable de trouver quelque chose pour pas mal tout le monde. Là. C'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Il y a énormément de quartiers à Montréal qui ont un peu toutes leurs particularités. Ouais. Et on a vraiment une atmosphère différente en fonction de ce qu'on souhaite. Ouais, Donc absolument. on peut vraiment trouver... Ouais. Puis il y a la dualité linguistique à Montréal aussi. Vous avez comme deux cultures. Les francophones sont majoritaires, mais l'ouest de l'île qui est très anglophone, vous avez le centre-ouest qui est un mix, puis l'est qui est plutôt francophone, mais malgré ça, il y a des poches un peu partout. Il y a vraiment beaucoup de diversité à Montréal. Là. Absolument. C'est un peu la magie de Montréal sur ça. Et lorsqu'on regarde une annonce immobilière, on peut un peu se faire surprendre parce que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, on voit un 4,5, on a du mal à savoir comment on peut déchiffrer cette annonce. La cuisine, le salon, la salle à manger, mettons, ça fait 2. Puis là, tout chiffre en haut du 2,5, c'est le nombre de chambres à coucher. Donc, 4,5, c'est 2 chambres à coucher. 5,5, c'est 3 chambres à coucher. 6,5, 7,5 en montant. Et c'est surtout un terme qui est utilisé dans le locatif. Parce que quelqu'un qui cherche à louer quelque chose, moins intéressé au mètre carré, oui, peut-être, un peu de façon générale, mais c'est moins, il n'achète pas quelque chose, il est passable. Lui, il va être intéressé au nombre de chambres, nombre de s'il peut faire un bureau, les enfants peuvent coucher. Quand on achète, on va dire, c'est un 3 chambres, puis là, notre salle de bain, c'est 2,5. Puis là, le demi ne veut plus dire la même chose. Okay. Alors, si on dit 2,5 salle de bain dans l'achat, c'est 2 salles de bain complètes, plus le demi, c'est une salle d'eau. Donc, juste un bol de toilette avec un lavabo, pas de bain-douche. Oh, OK, wow. Alors, donc, le fameux 4,5, 5,5, 6,5 qu'on entend, c'est vraiment un langage de... locatif. Les deux premiers, on les oublie, c'est des pièces de vie. Tout ce qui est en haut de 2, ce sont le nombre de chambres à coucher. Okay. Donc, d'où l'intérêt de le voir en personne ou de faire la visio avec le courtier. Ouais. Parce qu'on peut avoir des 4,5 qui ont 2 tailles totalement différentes. Ouais. Puis il y a des propriétaires qui sont un peu créatifs là, dans la déclaration des chambres. Des fois, là, ça peut être une robe, finalement, qui est une chambre à coucher. Là. Donc, tout ça, c'est à confirmer. Il faut faire attention. Ouais, donc ça, faut bien faire attention lors de la visite. Ouais. Mais je vous dirais que dans le locatif, là, vous avez des logements dont les courtiers s'occupent. Donc, on peut s'occuper. Puis il y a des gens qui vont juste mettre leur logement à louer sur Marketplace, par exemple. Donc, pas de courtier. Donc, de gré à gré. Ça, c'est peut-être des fois un peu plus difficile quand on vient de l'extérieur du pays, parce que ces gens-là, ils vont être réticents peut-être pour quelqu'un qui n'a pas un dossier crédit, bien tout ça, parce que le courtier n'est pas là pour conseiller pour les méthodes, c'est vraiment de gré à gré. Puis, il faut faire attention aussi, là, le TAL, le tribunal du logement, encadre beaucoup la pratique de la location. On a vu beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû voir, des fois, dans un propriétaire qui rencontre un étranger, qui est aucunement au courant des lois, que je vais en passer une en dessous, et puis après ça, on est pris à aller au tribunal, puis tout ça, c'est compliqué. Donc, je ne le recommanderais pas pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui vit ici, puis qui est rendu à son 5e logement directement gré à gré, c'est pas un problème, là. Les fiches de courtier sont beaucoup plus précises. Là. Les gens sur Marketplace, là, ils vont écrire 5,5 loué, telle affaire, puis quasiment pas d'informations, 3 photos. La fiche d'un courtier est beaucoup plus complète. Grandeur des pièces, il y a beaucoup d'informations. Et puis le courtier, comme tu dis, peut aller sur place, puis faire un visio, puis donc c'est plus facile d'obtenir de l'information. Absolument. Mais c'est aussi l'avantage de passer par un courtier, c'est que les informations sont vérifiées. On a des informations supplémentaires qu'on n'aurait pas ailleurs. Ouais. Puis on évite les arnaques, puisque sur Marketplace, il y a énormément d'arnaques, surtout quand on vient de l'étranger. Ben, même des locaux sont fait prendre, parce qu'il y a des gens, pendant le plus gros de la crise du logement, moi j'ai une amie, elle avait un logement à louer, donc elle l'a mis sur le marché pour location. Et elle a réalisé à un moment donné qu'il y avait une autre annonce sur Marketplace de son logement, mais c'est pas elle qui le louait, là. Wow. Et il était en demande, son logement. Et elle a appelé cette personne-là qui disait, ben oui, mais moi, je vais vendre un dépôt de 300 $ pour des visites d'avance. Alors, tu sais, c'était une arnaque. C'est sûr que tout ce qui est mis dans le système centriste, là, qui est la plateforme des locations et ventes au Québec, c'est vérifié. Il y a un courtier qui s'occupe du vendeur qui doit faire les vérifications. Ensuite, il y a un courtier qui s'occupe du locataire qui fait les vérifications. Donc là, les chances de se faire prendre sont très faibles. Bien sûr. Donc pour éviter les arnaques, pour éviter de se faire avoir, passe par un courtier, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ouais. Excellent. Puis là, on est là jusqu'à la fin, nous, la signature du bail, on vérifie les informations, on s'assure que tout est correct. On est là pour présenter notre client. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais à partir du moment où c'est le premier appel en visio pour les besoins, jusqu'à la signature du bail et du premier dépôt, toute l'équipe reste là. Absolument. En backup. Puis souvent, même si on a besoin qu'on ait apporté les clés chez eux la journée de la possession, Bruno, ça fait toujours un plaisir d'y aller. Là. On est là pour vous aider, là, pour vous assurer que ça se fait sans souci. C'est vraiment excellent. Est-ce que tu aurais une explication pour laquelle
le marché a explosé de manière assez exponentielle depuis ces dernières années. Oui. Montréal, je dirais, si on compare Montréal aux autres grandes villes canadiennes, donc Vancouver, Toronto, Montréal, sur les 3 grandes villes, là, il y a eu un apport asiatique important à Vancouver, en provenance de la Chine surtout. Donc les prix ont grimpé. Bien, de par son emplacement sur la côte Pacifique, évidemment, sont plus près. Et l'immobilier, parce qu'ils ont loué et acheté, ils ont tout fait là-bas, donc les prix ont monté énormément. Toronto a suivi. Toronto est rendu la métropole canadienne, là, 2 millions de plus de citoyens que Montréal, donc c'est quand même très gros. C'est la 4e ville en importance en Amérique du Nord maintenant, donc c'est quand même une grosse ville. Les prix ont monté beaucoup. Montréal était loin en arrière. Au début, il y avait le feuilleton politique là, ici, là, mais qui a peut-être affecté un peu l'immobilier à un certain moment donné. Mais là, ça a fini. L'économie va plutôt bien ici, là, comparativement à d'autres provinces. C'est compliqué de construire à Montréal. Là, ils vont essayer d'alléger ça, là, des permis de construction à Montréal. Okay. Là, donc, il y avait moins de développement, moins de construction. Donc, il y a une rareté de logements qui s'est fait là. Okay. Mais je pense que c'est en cours de stabiliser, là, mais les gouvernements font beaucoup de programmes pour favoriser la construction. Ça va prendre quelques années encore, mais ça va peut-être se décoincer. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y avait autant de gens qui venaient, mais moins de logements. Donc il y avait une sorte de concurrence par rapport à toutes les personnes qui voulaient être sur un logement. Donc les prix ont augmenté. Le Canada, c'est un pays qui a toujours une politique d'immigration de croissance. Il y a des pays qui, l'immigration, ils veulent la limiter, tout ça, mais le Canada a toujours dit on veut croître peut-être, je ne sais pas, au niveau politique, l'importance relative du pays sur la Terre, tout ça. C'est un drôle de pays, hein? On est immense, très large, très gros. Mais c'est la bande de 200 km de long de la frontière américaine qui est finalement très longue, on va d'un océan à l'autre, et qui est habitée. Le reste, il y a du monde, là, il y a beaucoup d'immigrants. L'an dernier, il y a presque 1 million d'immigrants qui sont entrés au pays, puis c'est énorme, là, c'est énorme à accueillir tout ce monde-là. Il y avait des besoins en matière d'emploi, mais en termes de logement, ça n'a pas suivi. Ce qui fait un achat au Canada, je pense, un bon investissement. Pour ceux qui ont des sous, et l'argent, qui pensent venir ici puis rester ici un certain temps, à considérer l'achat, surtout que les taux qui rebaissent maintenant, ça va être bien parce que je pense que le marché immobilier, à cause de ces débalancements-là, va rester sous pression à la hausse là, pour un bon bout de temps encore. Mais justement, c'est intéressant parce que d'après ton expertise, ce serait quoi l'évolution du marché immobilier à Montréal d'ici 3 à 5 ans? Je pense qu'on va continuer à monter. La ville comme telle a beaucoup d'infrastructures qui sont rajoutées. On parlait du REM. Il y a beaucoup de travaux d'infrastructure et tout. La ville demeure, sur le plan international, une ville sécuritaire. Enfin, c'est très sécuritaire, là. Donc, ça va être une ville qui va rester en demande. Comme je vous dis, la construction va peut-être résorber un jour, mais la SHL disait qu'il fallait construire plus d'1 million de logements d'ici 2030. Ça, c'est l'organisme fédéral de garantie des prêts hypothécaires, là, qui fait des études de chaque année. C'est énorme au Québec, là, construire 1 million de logements. Là. Ça va toujours maintenir une pression tout le temps sur le marché. Et j'ai l'impression que l'immigration, là, ils ont fait beaucoup de modifications à l'immigration, mais c'est plus l'immigration temporaire là, qui essaie de limiter un peu. Oui, c'est ce que j'entendais. Le gouvernement voulait limiter pour les prochaines années, justement, le nombre de travailleurs et d'étudiants internationaux pour éviter qu'il y ait trop de monde qui arrive parce qu'il n'y a pas de quoi les loger. Ben, c'est surtout les travailleurs temporaires qui veulent moins. Oui, absolument. Les gens qui veulent ici de façon permanente, puis là, ils ont listé tout un paquet de secteurs. Là, vous êtes bienvenus. Bienvenue. Il faut passer à travers le processus d'immigration. Là. En tout cas, je ne veux pas critiquer la fonction publique. C'est toujours compliqué de démarrer d'immigration, peu importe dans quel pays, de toute façon, c'est compliqué. Ouais, c'est pas spécifique au Canada. Non, je sais. Mais je ne sais pas ce qui se passe là. mais théoriquement, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'industries qui sont bienvenues ici. S'ils ont un peu de patience pour passer à travers, puis peut-être se faire épauler par un avocat ou quoi que ce soit, ça peut valoir la peine. Et des segments d'industrie qui ont un besoin criant. Le gouvernement a toute une liste, là, les gens peuvent trouver ça en ligne, là, mais toute une liste. Cette partie de cette vidéo vient de se terminer, mais si tu veux en savoir plus sur la location des appartements, que ce soit à Montréal ou ailleurs, la vidéo est juste ici.